Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Journée du notariat 2023, le ministre de la Justice annonce que l'État veut ouvrir le domaine des notaires aux femmes et aux jeunes. De nombreux défis restent encore à relever dans ce domaine selon les acteurs. Carte nationale de la presse et les journalistes doivent l'avoir pour ne pas commettre une infraction. Selon Mamadou Thior, le président du Code estime que la profession est réglementée. 2000 cartes ont été délivrées par la commission. Et puis, colère des vendeurs de ferraille. Ils dénoncent l'arrêt des exportations de leurs marchandises. Ils accusent le ministre du Commerce d'être à l'origine de cette décision et réclament son départ. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Ouverture des journées du notariat 2023. La cérémonie est placée sous le thème « Le notaire et l'environnement des affaires ». L'État va ouvrir le domaine des notaires aux femmes et aux jeunes selon leurs compétences. Les notaires, d'après le ministre de la Justice, ont besoin d'une protection judiciaire. De nombreux défis restent encore à relever dans ce domaine. C'est un compte rendu signé Sophia Ba et Mafalfal. Le notaire et l'environnement des affaires, c'est le thème autour duquel sont organisées les journées du notariat 2023. Un choix adapté à l'accroissement des compétences des professionnels du métier avec l'arrivée de nouveaux enjeux comme le gaz et le pétrole. Face à l'évolution permanente du monde des affaires, l'expansion de l'immobilier, la découverte du pétrole et l'exploitation du gaz, entre autres, les notaires que nous sommes avons vu notre rôle accru face aux importants investissements nationaux et étrangers dans des secteurs aussi importants que sensibles, comme les mines, les ressources naturelles évoquées, l'agro-industrie, mais aussi l'immobilier, notre cœur de métier. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice a saisi l'occasion pour revenir sur le rôle et les responsabilités du notaire, qui sont aussi nombreuses que complexes, avec un besoin de protection judiciaire qu'il considère comme imminent. Professeur Ismaïla Majorfal rappelle que l'un des principaux objectifs actuels de l'État est d'ouvrir le domaine du notariat aux jeunes et aux femmes, selon les compétences. La modernisation du service public notarial a toujours été une priorité de l'État. Cela permet sans nul doute de prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens qui souvent peinent à faire entendre leurs plaintes. Cette importance du service de l'authenticité et sa nécessité de présence sur l'ensemble du territoire font que le président de la République souvent attire l'attention sur la nécessité d'ouvrir la fonction aux jeunes davantage. Et cet appel du chef de l'État, je dois le dire, est fort bien entendu aussi par le notariat. Les travaux se poursuivent sur 2 jours. Le 25 et le 26 mai 2023, un ensemble de discussions se tiennent avec une diversité de panels sur le domaine du notariat. Sophia Ba, le ministre de la Justice, se félicite de la tenue du procès Ousmane Sonko Adji Sarr dans le calme et la sérénité. Selon lui, le procès s'est tenu donc dans le respect des principes et normes qui régissent un procès équitable, avec bien sûr le respect des droits de l'accusé. Ismaël Majorfal, que je vous propose d'écouter. C'est un procès qui a tenu en haleine l'opinion publique nationale, j'allais même dire internationale, pendant 2 ans. Mais comme on l'a vu, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les tentatives de discrédit de la justice, le procès s'est tenu dans de bonnes conditions. Et quand on dit dans de bonnes conditions, ça veut dire que le procès s'est tenu dans le respect des principes, des normes, des standards qui régissent un procès équitable. Ça veut dire que toute la procédure a été respectée. Vous savez, dans cette affaire, le juge d'instruction, je pense qu'il a clôturé son instruction et a renvoyé depuis janvier. Depuis janvier, le procès ne s'est tenu qu'au mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il était question de respecter l'ensemble des droits qui étaient prévus pour l'accusé. Parce que quand le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal de grande instance, l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation.
par l'accusé. Et lorsque l'ordonnance a fait l'objet d'une contestation devant la cour d'appel, la justice s'est arrêtée. Alors même que la justice aurait pu continuer, parce que l'ordonnance ne forçait pas le tribunal de grande instance à ne pas statuer. Mais le tribunal a préféré attendre que la cour d'appel se prononce. Lorsque la cour d'appel s'est prononcée, le procès aurait pu être tenu. Mais là aussi, le tribunal a préféré attendre que la Cour suprême se prononce, parce qu'il y avait un pourvoi en cassation. C'était du dilatoire. Mais la justice sénégalaise a préféré se rendre, faire le travail dans la sérénité et surtout dans le respect des droits de l'accusé. Présidentielle de 2024, Ismaël Madior Fall estime que le président de la République, Macky Sall, a le droit de consulter qui il le souhaite avant de prendre une décision. Il n'y trouve pas d'inconvénient. Nous l'écoutons. Vous savez, le président de la République, il peut consulter beaucoup de gens, que ce soit des Africains, des Sénégalais, des Ghanéens, des Américains, sur toutes les questions, que ce soit des questions économiques, que ce soit des questions sociales, que ce soit des questions juridiques. Le président est un homme ouvert. Il peut consulter beaucoup de gens. Et le président, il arrive souvent qu'il consulte au Sénégal, qu'il consulte en Afrique et qu'il consulte dans le monde. Et je ne vois pas de mal à demander des consultations pour diversifier les avis et pouvoir prendre la décision la plus éclairée. 31e Assemblée plénière consacrée à l'élaboration du cadre stratégique d'intervention 2022-2025 du programme d'activité à l'initiative du Haut Conseil du dialogue social. Il s'agira donc de prendre en charge plutôt les nouveaux défis de l'heure, notamment la transition écologique et technologique. Innocence Tep Ndiaye, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'élaboration du cadre stratégique d'intervention. Depuis 2015, nous travaillons avec cette méthode pour avoir une plus grande maîtrise sur les résultats à atteindre, sur les défis auxquels les acteurs du monde du travail font face. Mais fort heureusement, nous le faisons avec des conseillers engagés et qui croient en l'institution. Et également toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, les organisations patronales et les organisations des travailleurs nous accompagnent pour la promotion du dialogue social. Il y a eu l'intermède de 2019 avec la Covid, mais cela ne nous a pas en tout cas réduit notre action et nous allons en tout cas lors de ces travaux non seulement nous avons fait le point sur les activités qui n'ont pas pu être réalisées, nous allons les reporter et également prendre en charge de nouveaux défis qui sont d'actualité. La transition écologique, entre autres, la transition technologique également, parce que la Covid-19 a démontré que les méthodes, les relations professionnelles sont également fondées sur d'autres formes de travail. Et tout cela, nous le faisons au moment où le ministère du Travail est en train de se pencher sur la réforme du Code du travail. Visite de la princesse de Belgique à l'IRSF installé à Diamniadio. Le pôle urbain de Diamniadio occupe une place importante dans le cadre du partenariat entre la Belgique et le Sénégal. Babacar Seck. Dans le cadre de la visite de son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique au Sénégal, une journée a été dédiée à Diamniadio où l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSF est un partenaire privilégié de la Belgique. Pour ce qui est du partenariat avec la Belgique, nous avons des partenariats qui datent de très très longtemps et en particulier depuis le temps de Peter Piot, à l'époque où il était à l'IMTA, à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Et nous avons continué avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers dans beaucoup de partenariats. Et surtout quand nous étions au niveau académique, au niveau de l'hôpital de Dantec. Et je rappelle que le laboratoire d'immunologie que nous avons et qui a beaucoup servi pour le suivi des patients VIH avait été vraiment mis en place et bâti grâce à ce partenariat. Fleuron de l'industrie belge, la société Binola, qui s'active dans la production de sacs, a inauguré sa filiale, la compagnie industrielle des fibres à Diamniadio, avec beaucoup d'emplois à la clé. Aujourd'hui, en termes d'emploi, on tourne autour de 250 permanents avec des contrats en bonne et due forme et à peu près 50 journaliers qui travaillent ici 7 jours sur 7 et 24 sur 24.
C'est une entreprise qui fait de la discrimination positive en employant des jeunes de Diamniadio, en tout cas dans un rayon de 5 km de préférence. À chaque fois qu'on a besoin d'emploi, il y a une discrimination positive, comme je dis, qui est donnée aux jeunes de Diamniadio, que de la main-d'œuvre locale. Et depuis que nous sommes implantés à Diamniadio, 80% des emplois que nous avons pris sont des emplois de Diamniadio. Avant de quitter Diamniadio, la délégation de son Altesse royale, la princesse Astrid, a visité l'université Amadou Mokhtar Mbow. Babacar Seck, tout journaliste, non détenteur de la carte nationale de presse qui exerce la profession dans l'illégalité, une infraction que le président du CORED soutient, selon Mamadou Thior. Il est donc inconcevable qu'un journaliste ne dispose pas d'une carte de presse. Le métier est maintenant réglementé. Plus de 2000 cartes ont été délivrées par la commission. Ami Diouf et Mafalfal. Les journalistes non détenteurs de la carte de presse ont de quoi s'inquiéter. Utiliser le titre de cette profession sans la carte est devenu une infraction devant la loi. Le président du Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie se joint à cette décision et s'en désole. Depuis le 1er décembre, cette carte nationale de presse est exigible. C'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire national, quand les forces de défense et de sécurité vous demandent de décliner votre identité en tant que journaliste ou technicien des médias, vous devez produire cette carte-là. Si vous ne la produisez pas, vous êtes en faute. Et cette faute-là, elle est punie. Pour Mamadou Thior, qu'importe le nombre d'années ou le grade, la personne ne peut être reconnue comme journaliste sans la carte de presse. Ils ont fait 20 ans de carrière, mais ils sont en faute. Quelque chose malheur est bon. Ce qui est arrivé va inciter beaucoup de gens qui se considèrent comme des VIP de la presse à venir vers la commission pour chercher leur carte. Ne pas se dire que je suis un grand journaliste ou une grande journaliste, je n'ai pas besoin de la carte, je ne vais pas sur le terrain, ce qui est une grande erreur. Les conditions d'obtention ne sont pourtant pas compliquées, mais malgré cela, certains continuent à s'en priver. Diplômé d'une école reconnue par l'État, dûment reconnue par l'État même, c'est ce que dit le texte. C'est l'exemple, c'est l'ISIC, c'est le CESTI, c'est JICOM, c'est l'ISEC. Vous avez une licence, c'est-à-dire Bac plus 3, n'importe quelle licence. Dans ce cas, on vous demande de justifier que vous avez pratiqué le métier de journalisme pendant 2 ans. Si vous n'avez pas le diplôme, vous n'avez pas la licence, on vous dit si vous avez fait 10 ans dans la profession, vous pouvez faire la validation des acquis de l'expérience. Dans les 5000 dépôts faits depuis l'ouverture de la session, environ 2000 seulement ont été validés et délivrés par le CORED. Le président donne les raisons. On a eu plus de 5000 demandes, mais la commission n'a pas encore délivré 2000 cartes. La commission, c'est à un peu moins de 2000 cartes. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de rejets. Parce qu'il faut aussi le dire, ce n'est pas tous ceux qui viennent vers nous qui ont droit à la carte. On vérifie, nous sommes en train d'assainir, nous sommes intransigeants avec ces gens-là. Les professions réglementées sont protégées et la presse en fait partie désormais. Il est interdit d'utiliser le titre de journaliste sans la carte. Sinon, la personne peut être poursuivie pour exercice illégal de la profession ou usurpation de fonction en cas de dérapage. Ils sont une trentaine de journalistes à recevoir leur sésame au CESTI, la cérémonie de remise de diplôme placée sous le sceau du panafricanisme. Le Mali est l'invité d'honneur. Le directeur du CESTI fait le plaidoyer pour l'agrandissement des locaux de l'école, trop petite selon lui. Un compte rendu signé Amadou Barry. À l'instar de Fatoumata Bintouba, sortie major, option presse écrite, ils sont au total 33 nouveaux diplômés à recevoir leur précieux diplôme sanctionnant la formation au CESTI. Au nom des diplômés, la nouvelle consort a rappelé les nombreux obstacles bravés pour en arriver là. Face aux patrons de presse et autorités, elle a également tenu à lancer un message pour l'insertion professionnelle de tous ses camarades dans un contexte économique difficile pour la presse. Les stages prolongés sont devenus une coutume dans ce milieu. Difficile de se faire une place dans ce monde. Les diplômés que nous sommes aujourd'hui ne voulons qu'une chose, pratiquer dans la quiétude, dans le respect professionnel et surtout dans des conditions à la hauteur de la noble formation subie. Entre discours et projections de films, la carrière du parrain Jean Messa Diop a été revisitée en long et en large
pour servir de modèle aux nouveaux diplômés. Avec la 50e promotion sortante, l'école de journalisme a formé au total 1332 journalistes venus de plusieurs horizons, a révélé le directeur du CESTI. L'école se porte bien, a-t-il martelé, avec une diversification de plus en plus de la filière de formation. Cependant, il mérite d'être agrandi. C'est le plaidoyer qu'a lancé son directeur. Nous sommes à l'étroit et le bâtiment est devenu vétuste. À partir de l'année prochaine, nous aurons vraiment des problèmes de disponibilité de salles de classe. Ce nouveau CESTI coûte environ 2,5 milliards. Oui, c'est beaucoup pour un établissement qui fonctionne avec un petit budget, mais nous comptons sur l'État du Sénégal et sur les diplômés pour y arriver. Pour renforcer le caractère panafricain de la prestigieuse école, le Mali a été désigné invité d'honneur. Une forte délégation regroupant les anciens diplômés originaires de ce pays voisin était d'ailleurs de la partie. Un exposé intitulé « Éthique et déontologie dans un contexte politique tendu » a été présenté au public. Je le disais en titre, les vendeurs de ferraille du département de Mbour dénoncent l'arrêt de l'exportation de leurs marchandises. Ils pointent du doigt le ministre du Commerce et réclament son départ. Ces derniers veulent également rencontrer le président de la République. N'est-ce pas, Moutakakan? Les vendeurs de ferraille du département de Mbour ont élevé la voix ce mercredi pour dénoncer l'arrêt de l'exportation du produit qui, à les en croire, a mis à terre leur gagne-pain. Nous lui demandons de revoir la décision prise par le ministre du Commerce Abdou Karim Fofana concernant la fermeture de l'exportation de la ferraille qui nous empêche depuis un mois d'écouler nos stocks. Il demande au chef de l'État de recevoir l'ensemble des vendeurs de ferraille pour une concertation fructueuse sur le sujet. Nous demandons au président de la République qu'il appelle tous les ferrailleurs du Sénégal pour qu'ils puissent faire une assise nationale de la ferraille. Parce qu'il a appelé les Jakartaman, il a appelé les lutteurs, pourquoi pas appeler les ferrailleurs. Les vendeurs de ferraille accusent leurs clients de l'usine de falsifier la pesée à leur insu. Avant de rentrer dans nos fonds, les responsables de l'usine qui achètent nos produits nous font courir de gauche à droite. En plus, nous ne sommes pas autorisés à assister à la pesée. Ils nous présentent les bons comme ils le sentent. Nous achetons la ferraille au kilogramme et nos clients ne nous font pas cadeau. Les manifestants qui imputent tout leur malheur au ministre du Commerce réclament son départ. Nous demandons le départ du monsieur Abdou Karim Fofana au département du ministre du Commerce. Pendant un mois, tous les ferrailleurs du Sénégal, personne n'a eu le droit de vendre son stock. Ces vendeurs de ferraille qui soutiennent que les étrangers bénéficient d'un traitement de faveur réclament un site qui leur est exclusivement dédié. Ce sera l'occasion pour eux de s'affirmer davantage. Inauguration d'un studio de production de contenu audiovisuel à la centrale du Cap des Biches pour les enseignements à distance et pour la formation continue des agents de la Sénélec, un outil qui va donc contribuer au renforcement des capacités au niveau sous-régional. Moustapha Bailaba, conseiller spécial stratégie Sénélec, que je vous propose d'écouter. Ce studio de production de contenu de formation en ligne qui est un projet très important pour la Sénélec et qui va lui permettre de réaliser des formations dans ses métiers respectifs et d'aller vers la capitalisation de ses connaissances en lui permettant de développer des formations sur les dernières technologies et d'augmenter sa productivité et ses compétences. Parce que nous sommes dans une industrie où les compétences sont très importantes et la Sénélec a un véritable défi de développer et de maintenir ses compétences sur le long terme, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment une meilleure réponse au service public de l'électricité, qui est aujourd'hui un enjeu très très important
au Sénégal et en Afrique et sur lequel la Sénélec a réalisé beaucoup de performances. Donc nous voulons rester dans ce sillage de performances en acquérant des outils, en tout cas, qui nous permettent d'être plus efficients et plus efficaces dans les formations. Tout le monde sait que la formation est le socle du développement technologique. Après l'audience accordée donc, aux lutteurs par le chef de l'État, ces sportifs attendent beaucoup des retombées de cet entretien. Au-delà de l'accompagnement, les lutteurs pensent que les sponsors doivent également s'impliquer davantage. En attendant l'école de lutte Boy Bambara, les lutteurs gardent espoir quant à l'avenir de cette discipline. C'est un sujet de Sabelle Olivier Diagne. Accompagné de chants et d'applaudissements animés par les enfants du quartier, le coach de l'écurie Boy Bambara de Grand Dakar, strict sur la tenue vestimentaire, ne badine pas avec ses lutteurs. Seydou Diakhaté en dit plus sur l'avenir de la lutte. La lutte a de l'avenir si on est soutenu pour faire de la lutte. On doit bien manger et se reposer. Nous avons besoin de sponsors également. On en a même parlé avec le président lors de notre rencontre au palais. Amour et divertissement pour la lutte. Fally Diouf, un jeune lutteur robuste, a de l'espoir pour promouvoir l'avenir de la lutte. Je suis un jeune qui aime la lutte. Mes grands-parents pratiquaient la lutte. Pour moi, elle a de l'avenir si on s'y met. Junior vit pour la lutte. Il a choisi ce sport par amour, mais aussi pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour lui, la lutte représente la culture sénégalaise. Nous aimons la lutte. En plus, elle représente la culture sénégalaise. Si on fait de la lutte, c'est pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. L'écurie Boy Bambara regroupe plusieurs jeunes qui s'entraînent chaque soir avec des coachs motivés et très stricts afin de bien former leurs champions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.